tout le monde. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir. Ça fait une éternité que j'avais envie de faire ce live et puis j'ai jamais trop osé. Donc je suis vraiment contente de vous proposer ce live ce soir. C'est un live dans lequel donc, que je vais faire toute seule et dans lequel je vais vous parler de la naissance de ma fille, donc de ma naissance en tant que mère. Avant de commencer, je vais attendre de voir s'il y a un peu plus de monde qui arrive. Et puis de toute façon, je mettrai le replay sur mon feed. Je vous invite vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ces lives. A priori, il y en aura sûrement d'autres à venir. Donc si ça vous tente, s'il y a des sujets que vous aimeriez bien aborder, etc., n'hésitez pas à me le dire, à le marquer dans les commentaires. Et ce sera vraiment avec plaisir que j'irai à la rencontre de personnes qui peuvent amener, on va dire, plus de conscience autour de la naissance pour amener vraiment tous ces points de vue différents. Donc, comme je vous disais au début, ce live, ça va être vraiment pour raconter et partager mon expérience autour de ma naissance en tant que mère, de la naissance de ma fille, qui a quand même une petite particularité, c'est que on va recommencer peut-être un peu plus avant la naissance. Donc j'ai eu une grossesse qui était un petit peu compliquée, enfin un petit peu compliquée, dans le sens avec un suivi un peu à droite à gauche, où j'avais vraiment plusieurs professionnels de santé qui étaient... Ah ok, il y a un décalage entre le son et l'image. Ah oui, je veux bien que tu me dises si ça revient... Si le son et l'image sont bons, ou sinon, je sais pas, peut-être je relancerai. Dites-moi. Ah super, merci. Donc, du coup, j'étais suivie par plusieurs professionnels, une sage-femme dans mon village, enfin un sage-femme dans mon village, une sage-femme qui faisait les échographies, enfin il y en avait. Et puis, a priori, une autre sage-femme parce que j'avais prévu d'accoucher sur plateau technique. Donc ça faisait un peu beaucoup avec les infos un peu éparpillées partout et au final, c'était vraiment pas une bonne solution. Mais voilà, c'était comme ça. Donc, donc j'avais ce suivi qui était un peu éparpillé et le sage-femme que je voyais le plus, qui était celui de mon village, était un sage-femme tout jeune qui était pas forcément super super à l'aise dans son rôle d'homme plus jeune. Et du coup, il me disait que ce serait bien que je m'arrête, mais que bon, il était pas sûr, tout ça. Et donc, vu qu'il était pas sûr du tout de lui, ben, ça m'a pas donné confiance dans ce qu'il me disait. Et, et moi, j'ai vraiment eu ce truc de me dire, ben c'est pas grave, moi je bosse, je suis dans le boulot, j'ai plein de réunions super importantes, j'étais salariée encore à cette époque-là, j'étais fonctionnaire et j'étais en charge de projets qui étaient assez importants et du coup c'était en plein dans le boom de ces projets-là et je me disais, ben je peux pas laisser mon boulot, je peux pas m'arrêter, c'est pas possible. Donc vraiment, ben, j'y vais à fond. Jusqu'à un jour où quand même au boulot, je passais ma journée à compter mes contractions. Et donc là, c'était un petit peu plus compliqué et j'ai fini par rappeler le sage-femme en lui disant bah, je veux bien tester, je veux bien m'arrêter un petit peu pour voir la différence, quoi. Et puis pendant mon arrêt de 10 jours, je continuais à bosser en télétravail parce que j'arrivais vraiment pas à couper. Et ensuite, je suis retournée au boulot pendant mon arrêt pour une grosse réunion. Et là, j'ai passé ma réunion à faire des petits traits sur ma feuille et à compter qu'en 2 heures, j'avais eu 26 contractions. Donc voilà, c'était plus vraiment le moment d'être en réunion. Et à ce terme-là, j'étais à 5 mois et à peu près 2 semaines. Ensuite, il y avait un week-end au mois de... Donc c'était au mois de mai. Sur les premiers week-ends de mai, c'était un long week-end. Donc j'avais envoyé un message à la sage-femme en lui disant non, non, mais ça va, je peux attendre la fin du week-end. On n'est pas obligé de se voir tout de suite. Mais voilà, j'aimerais bien un rendez-vous quand même. Donc on s'est vu lundi matin. Elle m'a auscultée. Alors juste avant ça, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc dans la nuit, ça c'était le rendez-vous sage-femme, c'était le lundi matin, et dans la nuit du dimanche au lundi, je me suis réveillée en pleine nuit en disant bah je vais accoucher.
ça y est, c'est... En fait, là, je sais, et je venais de télécharger vraiment tout le film. Et ça, c'est quelque chose qui a été très très fort et qui a son importance dans l'histoire parce que en fait, toutes ces informations-là que j'ai téléchargées à ce moment-là, dans la nuit du dimanche au lundi avant la naissance, ça m'a vraiment permis d'être comme ce fil conducteur qui m'a permis de dire ok, en fait, là, à ce moment-là, je sais que ça c'est juste et que ça arrive parce que je l'ai vu et j'ai eu les infos. Donc pour moi, c'était vraiment ma balise de sécurité. Donc j'ai passé la nuit à ne pas dormir avec les fesses en l'air à essayer de faire redescendre le bébé parce que je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas trop normales au niveau de mes ressentis. Et puis au final, le lendemain matin, j'ai eu le rendez-vous avec la sage-femme. Elle m'a auscultée, elle m'a envoyée à l'hôpital dont elle dépendait, donc c'est-à-dire celui dont dépendait le plateau technique, qui n'était pas l'hôpital de Clermont-Ferrand, donc le gros hôpital. Et, euh, et donc une fois arrivé là-bas, ils m'ont dit bah non, vous repartez à Clermont-Ferrand avec l'ambulance. Donc j'ai fait un petit tour d'ambulance et en fait chacune de ces étapes-là m'ont vraiment permis de me dire ok, jusque-là tout est normal parce que c'est des informations que j'ai reçues. Et du coup j'étais pas paniquée du tout. J'étais super sereine, j'étais vraiment dans un autre monde. C'est comme si... Et donc sur tout ça j'étais toute seule, hein. Le père de ma fille lui il bossait à ce moment-là. Enfin il bossait, il voyait pas trop ce qui se passait non plus quoi. Et du coup, j'ai continué tout ce chemin-là à rencontrer les ambulanciers, les gynécos qui me recevaient en salle d'accouchement, mais toujours avec le sourire, en rigolant et en leur disant mais non, mais tout va bien, c'est ok, vous en faites pas. Ils commençaient à me parler de césarienne, puis je disais bah il y aura pas de césarienne, je sens vraiment qu'elle va arriver comme ça, elle est super tonique et en fait c'est ses pieds qui étaient dans le col que je sentais et qui faisaient des sensations qui étaient pas tout à fait normales on va dire. Donc ensuite c'est passé toute une nuit. Donc là, j'ai dormi à l'hôpital et c'est passé toute la nuit où je comprenais pas trop ce qui se passait. Là, j'étais vraiment un peu dans un autre monde, mais en même temps dans ce truc de me dire que qu'il y avait un truc qui était pas normal, quoi. Que c'était pas possible que j'accouche aussitôt, en fait. Et ça, c'était la partie plutôt rationnelle. Et puis tout le reste de mon corps savait que c'était ok et que c'est comme ça que ça devait se passer. Donc j'ai eu beaucoup de contractions pendant la nuit et la sage-femme de nuit était juste horrible en fait. Elle m'a pas du tout accompagnée à chaque fois que je l'appelais. Elle m'a balancé 2 cachets de space-fond en me disant c'est bon, ça va vous aider à arrêter les contractions. Et en fait, heureusement qu'elle a rien fait cette sage-femme parce que ça m'a permis d'avancer dans mon travail toute seule, tranquillement. Et que quand la sage-femme de jour est arrivée, elle m'a posé un monito, elle m'a envoyée en salle de naissance. Et ils n'ont pas eu le temps de prévoir de césarienne. Sinon, ils seraient sûrement partis en césarienne sans trop se poser de questions. Donc en fait, je remercie cette sage-femme de n'avoir rien fait pour m'accompagner, a posteriori. Pas sur le moment, mais a posteriori, c'est vraiment le ressenti que j'en ai. Et puis en fait, pendant que j'étais en salle de naissance, euh, donc j'étais vraiment seule dans mon truc, dans ma bulle. Il y avait pour une naissance préma, donc là on était à 5 mois et 3 semaines de grossesse. Il y avait vraiment toute une tripotée de gens. Il y avait des gens de partout, vraiment dans tous les sens. Et, que ce soit les équipes de réa, les équipes pour partir en urgence s'il y avait besoin, si la naissance se passait pas bien, les sages-femmes, enfin bon, il y avait vraiment, je sais pas, 10-15 personnes qui tournaient autour, quoi, qui rentraient, qui sortaient. C'est vraiment les portes ouvertes là, à ce moment-là. Et en fait, il y a un moment où pendant la naissance, j'étais vraiment emportée par cette douleur et je savais pas du tout quoi en faire et j'étais face à ça. Et vraiment, je savais plus quoi faire avec cette douleur-là. Et il y a un moment où, donc je voulais pas de péridurale, ça c'était vraiment un souhait et je l'avais clairement énoncé aux équipes. Et puis il y a une personne qui rentre dans la pièce et je lui dis mais en fait la douleur elle va jusqu'où parce que je vais pas tenir, je sais pas ce qui, enfin en gros je sais pas où j'en suis, mais il y a quelque chose qui me dit
Enfin, en gros, j'avais juste besoin qu'on me dise que ça allait, quoi. Et la dame, elle me regarde, elle me dit, bon, cherchez pas, c'est trop tard pour la péridurale. Et elle ressort. Et là, en fait, dans ma tête, il y a un truc qui a complètement changé. Et c'est ça qui a fait que la naissance a été vraiment magnifique. C'est que vraiment, à ce moment-là, j'ai senti ce switch complet. Au début, je me suis dit, ah bah, je suis toute seule. Je suis toute seule et du coup, il faut que j'arrive à trouver la force, il faut que j'arrive à trouver quelque chose en moi pour pouvoir vraiment faire quelque chose de cette naissance, puisqu'il n'y avait plus personne de l'équipe médicale dans la pièce. Et là, je me suis dit, bah non, je suis pas toute seule, on est deux. On est deux parce qu'il y a ma fille. Et donc là, je me suis vraiment reconnectée avec ma fille. Et à partir de ce moment-là, toute la douleur a disparu instantanément. Parce que mon cerveau a focalisé vraiment sur l'importance de cette rencontre, du fait qu'il fallait absolument harmoniser nos corps pour que ça puisse aller et que ça puisse qu'on puisse se laisser porter vraiment par cette naissance toutes les deux. Et ça pour moi ça a été un gros switch parce qu'en fait tout s'est débloqué, donc j'ai vraiment plus ressenti aucune douleur à partir de ce moment-là. Et du coup par la suite ça a été très très vite. Là la suite ça a été très très vite. L'équipe médicale est arrivée peu après, la poche des os a explosé mais littéralement. Et pour des naissances prématurées, il y a une pression très très grande dans la poche des os qui fait que vraiment ça gicle loin. Et apparemment c'était la première douche de naissance préma pour la sage-femme parce qu'elle s'y attendait vraiment vraiment pas. Bref, ça c'était le moment où j'ai rigolé, où j'ai été rattrapée juste derrière par les contractions qui arrivaient. Et, euh, et en fait, bah là après, bon voilà, donc avec l'ouverture de la poche des os, les pieds de ma fille sont sortis parce qu'elle était toute petite, donc elle avait encore largement la place de se retourner dans tous les sens. Et, euh, et puis voilà, après en trois poussées, une poussée pour les fesses, deux poussées pour la tête, elle était dehors. Et donc voilà, ça c'était la plus grosse partie de la naissance où là vraiment, entre le moment où j'ai reconnecté avec ma fille et le moment où elle est née, c'est comme si il y avait vraiment cette harmonie profonde qui s'était mise en place entre nos deux corps. J'ai pas poussé une seule fois pour la faire naître. On ne pousse pas. En fait, le mot pousser, c'est vraiment un truc qui a été mis en place quand les femmes sont sous péridurale et qu'il faut les guider, leur dire quand le corps contracte. Quand on n'est pas sous péridurale, il n'y a pas besoin de pousser. Harmoniser les corps entre la mère et le bébé, ça aide vraiment à ce que tout se fasse normalement et surtout à ce que les corps bougent ensemble en fait. Et le corps de la femme ne pousse pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de pousser mentalement. C'est tout le corps qui va bouger en même temps que le bébé qui va se frayer son chemin pour sortir. Et ça, c'est vraiment un point qui est important, qui est pas, qui a pas de poussée, la poussée, ce qu'on appelle la poussée réflexe entre guillemets. C'est vraiment le corps de la maman qui va bouger tout entier en même temps que le corps du bébé qui va naître. Et, euh, et ça, c'est un point qui est important. Quand on n'a pas de péridurale, on n'a pas besoin de pousser. Euh, et en même temps, quand la sage-femme regardait les contractions, c'est quelque chose dont je me suis bien rendu compte. Quand sur le monito, elle me disait allez-y, poussez, mon corps était déjà en mouvement depuis au moins 4-5 secondes. Ce qui fait qu'il y a vraiment ce petit décalage entre le moment où la sage-femme va dire de pousser et le moment où le corps se met vraiment en action avec la contraction. Et puis donc une fois que ma fille est née, ben là par contre ça a été un peu plus violent on va dire et très très rapide parce qu'ils ont coupé le cordon tout de suite, j'ai à peine eu le temps de la voir qu'ils l'ont emmenée en réa dans une autre pièce pour l'intuber, etc. Après ça c'était un autre parcours. Voilà pour la partie partie de la naissance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc ensuite, ben, tout le parcours d'hospitalisation, il a duré 2 mois et demi. Ma fille, j'ai pas pu la voir, donc ça, j'ai accouché à 10h30 du matin et j'ai pas pu la voir avant. J'ai un peu perdu la notion du temps, mais je crois que c'était 15h l'après-midi, donc c'était quand même assez long. Ensuite, elle a été intubée sous morphine pendant 3 jours avec des tuyaux branchés de partout, donc un bébé préma à ce terme-là, le diagnostic vital est encore euh, pas complètement. Enfin, il peut être engagé dans le sens où les médecins s'avancent pas du tout pour dire si le bébé va vivre ou pas.
même si moi j'étais encore dans cette énergie-là portée vraiment, où je savais profondément que tout allait bien et que c'était ok. Et donc après, ben, il y a eu toute cette mise en place, la mise en place pour tirer le lait, la mise en place ben, du rythme qui était complètement différent, de rentrer à la maison, enfin de sortir de l'hôpital, je crois que c'était 5 jours après, ils ont bien voulu me garder un peu plus que normalement. Du coup, ma fille, elle était à l'hôpital et moi, j'avais pas de place, pas la possibilité de rester à côté. Donc, j'étais obligée de faire les allers-retours. Je faisais les allers-retours 2 fois par jour où j'y passais toute la journée. Je rentrais manger le soir, on y retournait avec son père. Et c'était, bah après là, c'était un rythme de dingue où je passais ma journée avec les bip 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 des appareils de réa. Qui sont juste affreux et qui sont, selon le personnel qui est là, super fort dans la chambre de l'enfant, et que quand on arrive, eh ben, il faut se refaire un peu tout son petit cocon, que c'est pas forcément facile de baisser le volume à chaque fois qu'on arrive, de dire mais en fait pourquoi c'est pas respecté tout ce que j'ai demandé, etc. Et de se dire que ben, quand on n'est pas là, parce que les médecins nous foutaient un peu dehors la nuit quand même pour dire ça va durer longtemps, vous avez besoin de vous reposer. Et en même temps, on voit bien que ce truc chez les enfants préma ou qui restent longtemps à l'hôpital, bah, ça fait aussi des mémoires de traumatisme, d'abandon qui sont importants à aller retravailler derrière, qui même à 5 ans ne sont pas encore complètement apaisés, on va dire, pour ma fille, même s'il y a plein de choses de mise en place pour l'accompagner au mieux autour de ça. Voilà, ensuite par rapport à la mise en place de l'allaitement, donc ma fille je l'ai allaitée jusqu'à ce qu'elle décide d'arrêter en fait, donc jusqu'à 2 ans, 2 ans et 5 mois, quelque chose comme ça. Euh, et j'ai tiré mon lait pendant 2 mois et demi, enfin on va dire 2 mois et 10 jours, jusqu'à ce qu'elle ait la force de téter, parce que quand elle est née, sa bouche était beaucoup trop petite pour la mettre au sein. Euh, donc j'ai tiré mon lait, j'ai eu une lactation qui est arrivée très très rapidement parce que j'ai grandi dans un environnement où tous les bébés autour de moi avaient été allaités, où pour moi c'était absolument une évidence et la question s'est jamais posée d'allaiter ou de ne pas allaiter, je savais que j'allaiterais. Et j'étais aussi portée par toutes ces femmes de mon entourage qui me soutenaient en fait dans cette aventure-là. Euh, Où du coup pour moi le tire-lait a été quotidien pendant 2 mois et demi et grande joie, j'ai aussi pu en faire profiter des bébés en donnant ce lait au lactarium. Donc ça c'était vraiment chouette puisque ma fille buvait 80 millilitres dans la journée et qu'au au bout de 3-4 jours j'avais déjà presque 1 litre de lait par jour. Donc ça c'était une partie chouette on va dire de cette aventure-là. Et donc l'hospitalisation a eu un peu plein de hauts et de bas. Ça, on pourrait faire un direct juste là-dessus si ça vous intéresse, sur le parcours d'un bébé préma à l'hôpital. On est passé par les 3 services, donc le service de réanimation où on est resté à peu près 1 mois, le service de soins intensifs où on est resté 3 semaines, et le service de néonat où on est resté à peu près 3 semaines aussi, je crois, quelque chose comme ça. Et, Et donc la partie la plus difficile, donc en fait pour moi ça s'est globalement bien passé toute la partie à l'hôpital. Et la partie la plus difficile ça a été au moment où ma fille a commencé à téter au sein et la bataille avec les médecins qui s'est mise en place. Parce qu'en fait une nuit ils lui ont donné un biberon, le lendemain matin elle tétait plus du tout. Parce que les biberons ils ont des gros goulots et que ça coule tout seul et qu'un bébé préma encore plus qu'un bébé qui est né à terme a vraiment besoin de téter fort et ça lui demande un effort vraiment énorme. Donc j'avais l'impression qu'ils étaient en train de ruiner les 2 mois et demi de tire-lait que j'avais fait en fait juste avec un biberon une nuit. Et ça avait été très très difficile. Heureusement, il y a certaines infirmières qui étaient vraiment soutenantes par rapport à ça pour l'allaitement, mais qui étaient que 2 ou 3. Et donc quand elles n'étaient pas là, ben, c'était un peu au petit bonheur la chance de qui était là pour assurer les nuits. Et j'ai réussi à mettre en place quand même avec les infirmières le fait que
une place à la maison des parents en bas et donc les infirmières m'appelaient quand ma fille se réveillait la nuit. Je mettais 10 minutes top chrono pour courir de ma chambre jusqu'à l'hôpital pour aller l'allaiter. J'ai fait ça pendant une semaine, je crois, à peu près. Et ensuite, on a passé une nuit en unité kangourou et on est sorti de l'hôpital. L'unité kangourou, c'est une chambre de transition où la mère enfin où l'enfant et la mère peuvent passer une nuit ensemble avant de repartir à la maison. Parce qu'en fait, ça faisait 2 mois et demi qu'on ne dormait pas ensemble et que moi, je passais juste toutes mes journées avec elle, mais je pouvais pas faire plus. Et là, ça a été compliqué. Ça avait été une bataille aussi avec les médecins pour leur dire, mais en fait, pourquoi je peux pas avoir une couchette dans la chambre ? Et ça avait fait un gros bazar dans l'hôpital et je peux dire que ça c'est une victoire parce que moi j'avais la force de me battre pour ça, parce que pour moi c'était une évidence d'allaiter ma fille, etc. Et que j'ai croisé plein de mamans qui ont laissé tomber parce qu'il n'y avait aucun soutien des médecins et que c'était compliqué. Et il y avait juste une infirmière qui m'a renvoyé un message un an après en me disant en fait on a reparlé de vous en réunion aujourd'hui et c'est chouette parce que maintenant on a 6 couchettes pour accompagner les mamans qui veulent allaiter. Donc juste ça pour moi c'était une immense victoire de pouvoir se dire que si moi ça m'a pas servi, ça peut servir à d'autres mamans maintenant. Et que c'est super chouette et que c'était pas pour rien que je me suis battue à ce moment-là, que c'était pas juste pour moi et juste pour ma fille. Donc voilà. Et puis après ça, on rentre à la maison avec un bébé qui a été sous assistance respiratoire pendant plus de 2 mois. Et puis on se dit, j'espère que maintenant ça va. J'espère qu'elle va bien respirer. Du coup, le sommeil en rentrant à la maison, il n'est pas du tout serein. Évidemment, elle dormait en cododo juste à côté de moi pour que, en fait, je passais ma nuit à écouter si elle respirait. Donc voilà, ça fait partie des points après la sortie d'hôpital aussi à gérer un peu différent d'un bébé qui est né à terme et qui rentre à la maison. Où en effet c'est pas du tout le même rythme, où du coup il n'y a plus du tout de tire-lait, il n'y a plus que l'allaitement, mais les rythmes se mettent à être complètement différents. Enfin voilà, de trouver un équilibre qui est complètement différent, d'apprendre à passer 24 heures sur 24 ensemble après n'avoir passé que des journées à avoir été séparés toutes les nuits. Et en même temps, c'est un parcours qui m'a donné énormément de force. Et à part ce truc de bataille avec les médecins juste à la sortie de l'hôpital, que j'ai plutôt vraiment bien vécu avec toute la force que ça a pu me donner et tout l'accompagnement éthérique et énergétique que j'ai pu avoir avec, parce que j'étais vraiment portée par cette énergie-là pendant tout ce temps-là. Donc voilà un petit peu pour mon parcours autour de cette naissance-là, de comment ça a été, comment ça s'est passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais ravie de pouvoir y répondre. Et puis voilà, sinon vous pouvez mettre les questions dans les commentaires. Et j'espère que ce témoignage peut vous aider, en tout cas sur le fait aussi de savoir accueillir les messages au moment où ils arrivent et puis de pouvoir se dire qu'on est entouré, qu'on est rassuré à chaque instant et qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui arrive, que si ça arrive c'est que c'est juste et que c'est qu'on a une expérience à en tirer. Et moi cette expérience elle m'a donné tellement de force et je pense que si j'étais... Enfin bon, après c'est des suppositions, mais en tout cas ça m'a donné énormément de force et ça m'a aussi permis de mettre en place les accompagnements que je propose aujourd'hui. Et du coup pour moi c'est très très riche d'avoir eu ce vécu-là. Et puis on avance toujours dans ce parcours-là, après dans la parentalité, etc. Mais pour moi c'était un parcours très très intéressant. Et autant sur la naissance que sur le passage à l'hôpital et l'allaitement. Et le lien avec les soignants aussi qui est pas toujours évident selon les changements d'équipe. Alors, comment tu sais formaliser les répercussions de l'hospitalisation pour ta fille maintenant en termes de traumatisme et comment tu l'accompagnes s'il te plaît ?
Alors, c'est une immense question. Je me suis posé cette question énormément de fois, d'essayer de trouver des études, d'essayer de trouver s'il y avait des retours en fait de d'autres parents qui étaient passés par là. Il y en a très très peu, donc moi ma réponse, en tout cas la réponse que je vais te donner, c'est vraiment par rapport à mon ressenti à moi, à mon ressenti de maman, à mon ressenti par rapport à ce vécu-là. Par exemple, la première fois que je me suis rendu compte vraiment de à quel point le fait de partir de l'hôpital tous les soirs avait été vécu comme un traumatisme pour ma fille. Parce qu'en fait, les bébés, quand ils naissent préma, les cordes vocales sont pas prêtes. Donc, il n'y a aucun son qui sort de la bouche. On a commencé à entendre vraiment sa voix et ses pleurs au moment où on partait, 5 jours avant de sortir de l'hôpital, quelque chose comme ça. 5 jours, une semaine. Et ces derniers jours-là, c'était vraiment un déchirement de l'entendre pleurer. Et sauf qu'en fait, j'ai pris conscience que c'était comme ça depuis qu'elle était née. Mais ça, personne le dit. Donc elle vivait ça depuis sa naissance, en fait, ce déchirement-là. Et que même si j'y mettais plein d'énergie et plein d'intentions positives en lui disant que je pensais toujours à elle quand j'étais à la maison, que j'allais tirer mon lait pour elle, etc., mais que j'avais besoin de me reposer, de manger, et que c'était pas possible de le faire à l'hôpital. J'en ai vraiment, vraiment pris conscience. Elle avait peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, où c'était la première fois où je suis partie un soir, où j'ai passé une soirée ailleurs. Je sais plus pourquoi c'était, mais c'était un... Ah oui, c'était une soirée d'entrepreneur. Et donc vraiment, je m'étais autorisé ça parce que son père s'en occupait jamais le soir. Enfin, pas beaucoup en fait. Et bon, bref, peu importe, c'est une autre histoire. Et du coup, au moment où j'étais prête à partir et à sortir de la maison, là, elle s'est mise à hurler, mais dans une crise qui était très profonde. Et en fait, je me suis approchée d'elle. Et là, j'ai ressenti le moment où moi, je sortais de la chambre de l'hôpital. Sauf que là, elle exprimait, à 3 ans, avec ses pleurs d'un enfant de 3 ans, et avec tout ce que ça représente, comme crise de hurlement. C'était un déchirement, mais vraiment immense. Je veux dire, des crises et des pleurs, il y en a eu des centaines, vraiment. Parce qu'elle passait des nuits entières à pleurer, et que ce soit incalmable. Donc je suis passée par beaucoup de pleurs et beaucoup de hurlements. Mais là, celui-ci, c'était vraiment immense. Et là, j'ai compris que le poids de l'abandon en chambre était énorme. Et franchement, de tous les enfants qu'il y avait en néonat, dans les 3 services de néonat qu'on a fait, je pense que j'étais la plus présente. La plupart, il y a des parents qui passaient une partie de la journée. Il y a beaucoup de parents qui n'y étaient pas tous les jours. Et il y a des parents qui passaient 1 heure de temps en temps. Il y avait même une maman, ça me déchirait le cœur, qui venait 2, 3 fois par semaine pour s'amuser et lui dire oh bah non, t'as encore fait caca dans ta couche. Enfin bon, bref, c'était des trucs où c'était. Voilà, chacun fait son parcours, mais du coup, de me dire, moi j'étais super présente et ma fille, elle a encore tout ça comme mémoire d'abandon. Et du coup, comment je peux essayer de l'accompagner au mieux avec tout ça, lui expliquer son parcours. Et là, je vois maintenant qu'elle a 5 ans, on commence un petit peu plus à en parler, elle me pose des questions et je lui raconte aussi comment c'était avec mon point de vue à moi, parce qu'elle n'a pas les mêmes points de vue du côté de son papa. Donc je lui raconte vraiment avec mon point de vue à moi, avec toute la beauté qu'il y avait, avec tous les ressentis que je pouvais avoir, avec tous ces beaux moments de connexion qu'on avait et tout ça, pour vraiment aussi alimenter ces mémoires positives et choisir en fait de transmettre ce positif qui a été. Parce que pour moi c'était une expérience très positive. Euh, mais je sais que ce truc d'abandon, elle l'a encore. Et que voilà, ça prend un peu de temps de par son histoire et qu'elle est vraiment, vraiment amenée à travailler ça. Je le sais profondément. Et que j'essaie d'être au mieux dans une stabilité intérieure qui va pouvoir vraiment l'accompagner dans cette présence-là, dans le fait de pouvoir lui dire peu importe le moment, quand tu auras besoin de moi, je serai toujours là. Et vraiment, vraiment, vraiment ancrer ça en elle.
pour que elle puisse prendre la confiance de se dire, ben ok, il y aura toujours quelqu'un pour moi, c'est bon. Et vraiment petit à petit faire cette guérison par rapport à l'abandon. Donc voilà, il y a des périodes où ça va mieux, il y a des périodes où ça va moins bien, il y a des périodes où c'est hyper compliqué, mais vraiment, vraiment. Et en même temps, depuis plusieurs mois, j'ai vraiment énormément de douceur pour ça. Ça fait pas si longtemps que je trouve que c'est facile, au fait, parce que des crises et des hurlements, je me souviens de copains qui étaient passés dormir à la maison et qui n'en revenaient pas, qui avaient déjà des enfants, et qui n'en revenaient pas des nuits qu'on passait, quoi. Et j'étais toute seule à gérer les nuits. Donc c'était vraiment un parcours qui a été hyper difficile, où j'ai pas vraiment dormi pendant 3 ans en fait, mais pas dormi à gérer des nuits de crise entières. Et c'était, ça m'a donné une force aussi de d'aller chercher à rétablir les choses avec elle, d'aller établir une nouvelle relation, d'aller chercher toujours plus loin comment aller réveiller cette force pour trouver des nouvelles idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà un peu par rapport au retour. Je sais pas si j'ai répondu en entier à ta question sur les répercussions de l'hospitalisation. Je pense que vraiment, en tout cas moi, dans mon histoire, c'est l'abandon qui ressort. Après, j'ai envie de dire que cette blessure d'abandon, je pense vraiment qu'elle est venue l'expérimenter. Et le message, je l'ai eu plusieurs fois en validation aussi. Donc après, c'est comment, en tant que maman, ben, je peux être là pour l'accompagner au mieux dans cette expérience-là, pour qu'elle se sente rassurée. Et puis voilà, vraiment. En tout cas, moi, de cette expérience d'hospitalisation, c'est vraiment ce traumatisme d'abandon pour elle que je retiendrai. Euh, pour le reste, ben, par rapport à la naissance et les projections que j'avais moi, je rêvais idéalement d'une naissance à la maison. Dans ma tête, les naissances prématurées. J'étais encore, il y a 5 ans, 5-6 ans, des classifications et de dire que les gens qui accouchaient prématurément, bah, c'est qu'ils avaient des gros problèmes, tout ça. Et en fait, là, la vie est vraiment, vraiment venue m'apprendre quelque chose de très puissant et de me dire, arrête les préjugés. Et là, c'était une grande, grande claque pour moi et ça m'a fait changer beaucoup de choses sur mes ressentis aussi. Et je crois que depuis ça, j'ai appris à arrêter de juger et juste à accueillir l'histoire des gens comme elle était. Et voilà. Et ça, c'était très très fort. Et du coup, cette naissance qui était vraiment à 1 ou 2 semaines de la limite de viabilité, en fait, de la limite où les bébés arrivent à vivre, à ce terme-là. Donc pour moi, c'était un grand enseignement par rapport à ça, à lâcher prise et du coup à pouvoir aussi établir cette naissance, peu importe le lieu, parce que pour le coup, c'était pas du tout ce que je souhaitais comme naissance. Et j'ai trouvé cette naissance magnifique parce que j'étais dans cette présence-là et vraiment dans le moment où j'étais là, personne ne pouvait me déranger de ma bulle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très très instructif. Tu parles de pleurs et hurlements la nuit, c'était des cauchemars ou des angoisses? Euh, c'était des cauchemars ou des angoisses? Des cauchemars, je pense pas, parce que vraiment, c'était depuis toute petite en fait. J'ai envie de dire depuis qu'on est rentré à la maison. On était dans une maison qui était pas saine du tout, le couple était pas sain, il y avait beaucoup de choses euh, qui étaient pas équilibrées. Ça, c'est une certitude. Après, des angoisses, oui, je pense. Des angoisses, de la gestion émotionnelle, une hypersensibilité, parce qu'après par exemple quand elle était plus grande, il y a des soirs avant de s'endormir, elle me disait ben là il y a quelqu'un dans la chambre, alors je lui demandais de me décrire et puis du coup c'était des âmes que je faisais passer et ça c'est quelque chose, il y a eu toute une période où quand elle était un peu plus grande, c'était 3 ans et demi, c'était avant que je quitte son père et c'était vraiment cette période là où là elle voyait vraiment beaucoup d'âmes et elle arrivait à me le dire et donc avant qu'elle se couche, quasiment tous les soirs, je faisais passer des âmes parce qu'il y avait des présences dans la chambre, etc. Et c'était aussi super ce moment où elle pouvait me décrire qui elle voyait et comment c'était pour elle. Et on en a fait aussi des moments drôles et ça c'était chouette. Après
plus petite, je sais pas, il y avait vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il y avait énormément d'angoisse en effet, ouais, ouais. Et puis là maintenant depuis, donc là j'ai remménagé dans un lieu fixe et depuis qu'on est là, donc je suis à nouveau proche d'elle et puis proche de l'école. Elle dort avec moi parce qu'en fait elle a trop besoin de ce lien-là et que je sens qu'il y a des moments où elle commence à reprendre cette confiance et cette stabilité et que du coup elle va commencer à me dire bah moi j'aimerais bien, elle a un lit qui est à côté hein, si elle a besoin quand elle sera prête en fait à faire ce passage-là. Et elle commence à me dire bah peut-être que cette nuit je vais dormir là. Et puis voilà, donc je sens qu'elle se prépare à ça et que ce sera vraiment, moi je lui laisse la possibilité de le faire quand ce sera ok pour elle, d'aller dormir à côté et qu'elle a trop besoin encore d'être rassurée la nuit parce qu'en fait si elle dort pas à côté de moi, et ben elle se réveille en pleurant. Donc il y a un moment où moi je préfère dormir. Et du coup, c'est mieux que elle passe ses nuits entières aussi, donc c'est mieux pour tout le monde et que je sens que y a encore ce besoin-là. Donc quand elle sera ok avec ça, elle ira dormir dans son lit. Son lit est à côté, il l'attend. Et puis voilà. Il y avait une autre question. Elle est née à combien de grammes? Elle est née à 920 grammes et 35 centimètres. Donc c'est vraiment tout petit. Mais encore, c'était un bon bébé pour le terme auquel elle est née. Donc c'était plutôt un point positif. Ouais, 920 grammes, c'était vraiment pas grand-chose. Et quand on est sorti de l'hôpital, elle faisait 2,450 kg, je crois. Donc c'était encore un tout petit bébé. Je me souviens l'avoir posé dans la coque du siège auto et me dire, mais il va falloir mettre des foulards autour parce que même là, c'est largement trop grand. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ouais, ouais, c'était une sacrée aventure. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, que ce soit par rapport aux connexions, par rapport à la naissance, par rapport à l'allaitement. Euh, Ah oui, tu parles des estimations des échos. Après, à l'écho, elle avait été estimée plus petite que ça. Et du coup, ben, les estimations des échos, c'est pas une science exacte, quoi. Du coup, voilà. Ah, il y a peut-être un point sur lequel je peux revenir qui peut être intéressant, c'est les analyses médicales qui ont été faites. Voilà, moi c'est un point que je mets grandement de côté parce que sur un dossier médical on a besoin de mettre une raison médicale. Donc il y a eu des analyses qui ont a priori peut-être montré qu'il y aurait eu du streptobé qui aurait passé la barrière placentaire. Sachant que j'avais eu des analyses une semaine avant qu'il n'y avait rien du tout. Et puis peut-être que le streptobé il a été sur le placenta au moment du passage. Enfin bon, voilà. Là c'était vraiment la raison médicale. Moi je sais juste que j'ai jamais écouté tous les messages que j'ai eu pour m'arrêter, que je faisais 40 bornes par jour sur des routes parfois un peu déglinguées, que j'avais un rythme de dingue au boulot, beaucoup plus que ce que mon corps me permettait. Et que j'ai pas voulu écouter ces signaux-là. Et qu'en fait, il y a un moment où quand le corps ne tient plus et que tu pousses trop loin, et ben la vie, elle te dit, bah ok, si là l'alignement il est comme ça, et ben en fait le corps tient plus, donc ma fille m'a dit, ok, moi j'arrive. Et ça, je l'ai su vraiment les 2 jours avant la naissance, où j'ai téléchargé tout le film et j'ai su que c'était là et qu'il n'y avait plus rien à faire, quoi. C'était le moment et c'était comme ça. Donc voilà, entre raison médicale et timing de l'univers, on va dire, il y a un peu cette petite différence-là qui est, je pense, aussi un peu nécessaire de prendre en compte et de pas vraiment s'attacher aux raisons médicales. Après, on m'a dit que pour une prochaine grossesse, j'aurais sûrement un cerclage et tout ça, tout ça, tout ça. Pour une prochaine grossesse, je n'aurai pas de cerclage parce que je suis plus du tout dans les mêmes conditions, je suis pas du tout dans les mêmes énergies, et en fait, je ne rentrerai pas dans cette surmédicalisation-là euh, parce que ça m'intéresse pas en fait. Donc après, libre à chacun de faire ce qu'il souhaite.
En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais pourquoi c'est arrivé. Je sais que c'est pas purement médical. Je sais que mon corps saura gérer différemment parce que tout le rythme et tout le contexte sera différent pour une autre grossesse. Mais voilà. Un cerclage, c'est... Il y a plusieurs manières de le faire. Je suis pas complètement calée là-dessus, mais un cerclage, c'est quand on te coud le col pour qu'il ne s'ouvre pas. Donc c'est souvent fait au début de la grossesse, pas au tout début, mais il me semble avant les 3 mois ou autour des 3 mois, quelque chose comme ça. Donc on vient vraiment te coudre le col pour le maintenir fermé, le resserrer en fait. Voilà, il est vraiment cerclé pour qu'il s'ouvre pas. Donc c'est et puis il va être ouvert. Enfin le cerclage va être enlevé quelque chose comme je veux pas dire de bêtises, mais peut-être en fin de grossesse autour du 9e mois, quoi. Ouais, c'est vendeur, ouais. donc, donc voilà, un petit peu pour toute cette histoire. Pour toute cette histoire, et ben merci, merci pour votre présence, pour vos commentaires. Et puis, puis ben voilà. Je vous remercie de votre présence. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à bientôt.